Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un crime, une exécution qui sera racontée ce soir. Celui de Ghislaine Leclerc, 57 ans, retrouvée dans une mare de sang par la plus jeune de ses filles dans son pavillon de Volèvre en Saône-et-Loire le 29 août 2010. Des différentes fausses pistes à un procès sous tension, je vous raconte l'affaire Ghislaine Leclerc. Nous sommes le dimanche 29 août 2010 à Volèvre, en Bourgogne, Saône-et-Loire. Et cela fait plusieurs jours que Ghislaine, 57 ans, auto-entrepreneuse pour une boutique de posters et cartes postales, et mère de 3 enfants, ne donne plus de nouvelles. Inquiète de ce silence, 2 de ses enfants prennent la décision de se rendre à son domicile. Elles ouvrent la porte de la maison, l'appellent et fouillent la maison. Puis, attirées par une lueur dans la chambre à coucher, s'y rendent et découvrent le corps de leur mère coincé entre le lit et la porte de la chambre, gisant dans une mare de sang. Elle porte son pyjama, la lampe de chevet est allumée et elle a toujours ses lunettes sur le nez. Les conclusions des experts ne laissent aucun doute quant aux causes de la mort. À bout portant, Ghislaine reçoit 4 balles de 9 mm, un Beretta de 1934. 2 balles dans la poitrine, une dans le cou et une dans la nuque. Il n'y a aucune trace de lutte, ni d'effraction. Seul reste du crime, ce sont les douilles, qui ne révéleront aucune empreinte ADN exploitable. Les fenêtres du premier étage sont ouvertes, ainsi que la petite fenêtre du garage sur la terrasse. Le contenu du sac à main est éparpillé sur le sol. Et caché dans un buisson seront retrouvés un trousseau de clés de la maison ainsi que de la voiture. Beaucoup de questions interpellent les enquêteurs à cet instant. Le crime semble avoir été très bien préparé puisqu'il n'y a pas d'empreinte digitale, c'est-à-dire que le tueur en lui-même portait des gants. Il n'y a pas de trace d'effraction. Avait-il une clé ou par où le tueur a-t-il pu passer? Ou Ghislaine lui a-t-elle ouverte? Ghislaine était appréciée de tous, alors qui aurait pu s'en prendre à elle, surtout de cette façon, comme une exécution savamment préparée? Les pistes suivies par les enquêteurs. Pendant 4 ans, l'enquête va se heurter à de nombreuses fausses pistes. Elle va aussi révéler l'intimité de la famille et conduire à un procès circonstanciel. Ghislaine avait une vie intime agitée, faite de nombreux amants, et elle vivait une vie avec ses 3 ex-maris. Le dernier d'entre eux a 25 ans de moins qu'elle, et le divorce qui est en train de se faire était difficile. Tous les 2 avaient acheté 2 maisons, l'une à Volèvre et l'une, je crois que c'était au Maroc, mais je vous mettrai vraiment le pays entre guillemets. Et au cours de ce divorce difficile, ce dernier va signer une reconnaissance de dette, donc il rembourse Ghislaine tous les mois jusqu'à ce que la maison dans laquelle il vit lui soit remboursée complètement et qu'il en soit le propriétaire. Il attend aussi, avec plus ou moins grande impatience, que le divorce soit prononcé pour que par la suite il puisse se marier. Les policiers vont quand même le soupçonner puisque le divorce est difficile. Mais il a un alibi. En effet, il est serveur dans un petit restaurant de Lyon et son patron va dire que ce soir-là, il était bien présent au restaurant et étant un soir de Ramadan, il va rentrer en famille pour fêter le Ramadan et la coutume, la croyance faisant, il va commencer à manger après le coucher du soleil. Et il va le faire avec, je crois, sa sœur et un cousin, je crois. Et ils vont dire qu'autour de 23 h, donc à l'heure à laquelle ils vont commencer, il était bien présent. Donc ce n'est pas lui. La police va chercher ailleurs. Mais
et il va pointer du doigt le premier ex-mari de Ghislaine, qui a été condamné pour le meurtre des parents de sa nouvelle compagne, donc il y a quand même plusieurs années. Il a été condamné à 20 ans de prison et au moment de la mort de Ghislaine, il était déjà sorti de prison. Mais rien ne montre qu'il était présent sur vos lèvres au moment de la mort de Ghislaine, donc dans la nuit du jeudi au vendredi, puisque son portable va borner sur Metz, là où il vit, et je crois qu'il vivait avec des membres de sa famille qui vont dire qu'il était bien présent, et puis il n'y avait peut-être aucune raison pour que ce dernier tue Ghislaine. Il faut noter aussi que la téléphonie va être exploitée, et on va se rendre compte que Ghislaine s'est servi de son portable pour la dernière fois à minuit 6 précisément. Donc pendant les 2 premières années d'enquête, ce sont les fausses pistes qui arrivent. Et comme l'enquête n'avance pas plus, je crois que c'est le procureur qui va convoquer la famille et leur demander si un de leurs proches n'a plus un comportement étrange après la mort de Ghislaine. Et il y a le gendre, le mari, je crois, de l'avant-dernière fille de Ghislaine, qui va retenir l'attention de tout le monde, car il est le dernier à avoir vu Ghislaine en vie. Je crois qu'il y est allé le lundi ou le mardi aller voir Ghislaine. Et aussi, on saura plus tard qu'il cache un trésor secret. Alors, il est le mari d'une des filles, et une de ses filles, du coup, et va devenir le principal suspect dans l'affaire, car il était devenu extrêmement fuyant après la mort de Ghislaine. Il parlait peu alors que c'était quelqu'un de très labile. Il avait plus le dernier mot, enfin il cherche un petit peu à s'effacer, ce qui a peut-être étonné certaines personnes. Il vit à Colmar avec son épouse et tout semble parfait. Et pourtant, il vit du coup avec son épouse, et avec elle ils ont une petite fille, je crois. Et il vit aussi avec la petite sœur de son épouse, donc la dernière de Ghislaine, qui a 16 ans à l'époque. Et au cours d'un interrogatoire, elle dira que elle a eu une liaison avec cet homme de 46 ans, que lui va dire que c'était une liaison consentie, consentante, mais que pour elle ce n'était pas aussi idyllique qu'elle le pensait. Il y a eu un petit peu de manipulation, du chantage, et tout ceci aussi devait rester entre eux, un secret. Alors bien sûr, les enquêteurs vont soupçonner que Ghislaine, d'une façon ou d'une autre, a été mise au courant de cette liaison. Mais par qui? Quand? Et surtout qui d'autre savait? La sœur de la cadette s'est posé des questions pendant un petit peu soupçonné quelque chose, mais peut-être pas ça en fait. Et c'est là que le processus d'inculpation entre en scène. Et c'est là que un début de procès circonstanciel commence. Donc les questions qui seront révélées au procès seront: est-ce qu'il avait une arme? Il dira que non, qu'il était anti-arme. On demandera à une de ses ex-petites amies qui va dire au procès que il a fait un chantage au suicide en pointant une arme sur lui, sur sa tempe. Des amis à lui vont dire que il avait montré qu'il avait une arme également, mais on ne se souvient plus de la marque. Rappelez-vous que l'arme utilisée pour tuer Ghislaine, c'était un Beretta de 1934, donc ce n'est pas une arme qui est encore vendue en 2010, c'est une arme qu'on transmet dans la famille. Et il y a aussi son fils, je crois me souvenir dans une interview,
qui dira avoir vu une arme, mais comme il était petit, il avait peut-être 7 ou 8 ans, il a dit qu'il aura peut-être pu confondre avec une arme d'airsoft qui sont très ressemblantes et les pistolets à billes qui ressemblent également. L'enquête au cours du procès va révéler des incohérences. L'accusé aurait menti sur l'heure à laquelle il est arrivé à Volèvre le 23 août. Ce jour-là, il se serait passé quelque chose. Ils ont peut-être parlé de sa relation avec l'adolescente et tout peut-être serait parti en vrille. Lui aurait quitté la maison et aurait peut-être essayé de revenir dans la nuit de jeudi à vendredi pour tuer Ghislaine. Le lendemain matin, alors je suppose que c'est le samedi matin du coup, il va à la piscine chez lui à Colmar. Je sais pas si c'est un rapport, mais c'était dans le procès. Lui sera reproché aussi d'avoir été extrêmement distant avec la famille dans tout le processus de deuil. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu au domicile de sa belle-mère, donc le dimanche, jour de la découverte du corps, voire le lundi. Il n'a pas aidé pour tous les préparatifs d'inhumation également. Il était devenu extrêmement distant, s'effaçant presque. Dans une interview que je vous mettrai en barre d'infos, il dira que le jour, donc le 23 août, il est venu chez Ghislaine parce qu'il a eu un accident de voiture dans le sud de la France et qu'il a pris le train pour aller à Volèvre parce qu'il a demandé à Ghislaine de lui prêter un véhicule en fait. Donc ça sous-entendrait que Ghislaine avait 2 voitures, le temps que la sienne soit réparée. Et il veut dire que il est allé la voir l'après-midi, qu'ils ont beaucoup discuté pendant plusieurs heures et qu'il est reparti. Il n'a pas dit d'heure, mais je pense qu'ils ont discuté pendant longtemps. Il était rentré vers 19h30, 20h. Il est parti de chez elle vers 19h30, 20h. Une autre incohérence, c'est que le soir où Ghislaine s'est fait assassiner, son téléphone borne en Côte d'Or, donc c'est quand même à mi-chemin entre Volèvre et Colmar. Bon, c'est plus proche de Volèvre que de Colmar, mais voilà. Et lui dira, après 18 mois, pendant un interrogatoire, pendant 18 mois il s'y tue, il dira que ce soir-là où il est venu chez Ghislaine, parce qu'il voulait y dormir. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas eu d'explication. Je vous l'ai dit, je vous mettrai les vidéos où j'ai trouvé les interviews, et il n'y a pas d'explication sur pourquoi il allait dormir chez elle. Il serait, allé dormir chez elle ce soir-là. Et il va dire du coup que le jeudi 27, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, donc il serait arrivé chez elle, donc quand même assez tard, puisque elle se connecte sur son portable à minuit 6. Ils se rendent chez elle et ils se rendent compte que toute la maison est éclairée, que la porte d'entrée est à demi ouverte. Donc il fouille la maison, il l'appelle. Pardon, j'ai tapé le micro. Il l'appelle et il n'entend pas de réponse. Il se rend dans sa chambre puisqu'il sait où elle se trouve. Et il la trouve là, étendue sur le sol. Donc il voit qu'elle est décédée. Mais il va rien dire. Il va juste partir parce qu'il dira dans cette interview qu'il a pris peur en fait. Qu'il s'est dit que comme tout était allumé, etc., que peut-être que le crime venait d'avoir eu lieu et que la personne est toujours là en fait. Et donc par peur, il est reparti. Mais par contre, ce qui va aussi être une circonstance, c'est toujours un faisceau de circonstances. Ces circonstances, ce sera toujours indirect. Tout sera toujours indirect dans le procès, puisqu'il n'y a pas d'armes, pas d'ADN, pas d'aveu. Il va payer le payage en liquide. Ce qui, à mon sens, si ça a été mis en avant au procès par les avocats de la partie civile, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, c'est que c'était pas une habitude pour lui de payer en liquide. Pour tout payer un payage en liquide, c'est un petit peu chiant. Déjà payer en carte, c'est pas ouf. Pour payer en liquide, c'est un peu plus chiant. Donc ça
ça pouvait s'entendre qu'il voulait pas laisser de traces. En même temps, s'il voulait pas laisser de traces, bah franchement, il aurait pris des petites routes et puis c'était tout. Donc le procès arrive le 24 octobre 2014. Il sera reconnu coupable d'assassinat sur Ghislaine et condamné à 18 ans de prison. Là, vous me dites, 18 ans, c'est pas énorme, mais dans un sens, c'est logique, entre parenthèses guillemets, tout ce que vous voulez, parce que les jurés ont dû se dire que comme il n'y a pas de preuves matérielles, dans un sens, au bénéfice du doute, ils lui ont mis 10 ans de prison parce que les circonstances ont fait que il y a une certaine probabilité que ce soit lui, mais on n'en est pas sûr, donc du coup ils lui ont mis 18 ans de prison, et comme il a du sursis, il aura peut-être pu faire, je sais pas, peut-être 10 ou 15 ans. Mais il va toujours clamer son innocence. Et il le soutiendra toujours, hein, même encore aujourd'hui, je pense qu'il soutient toujours qu'il est innocent. Donc, il va avoir un deuxième procès. Alors, je sais plus où c'est. Je vous mettrai les noms des lieux où il y a eu les procès, parce que le procès 1 et le procès 2 n'ont pas eu lieu au même endroit. Et au cours du deuxième procès, ses avocats, alors je sais pas si ce sont les mêmes, parce que ceux de 2014 c'était des tout petits nouveaux qui avaient peut-être un an d'expérience pour l'un et quelques mois pour l'autre, mais ils avaient quand même souligné aussi le fait que tout soit circonstancié. En 2015, il n'y a pas de nouveaux éléments, ce qui va être mis en avant par ses avocats. Sera mis en avant aussi le fait qu'on n'ait pas retrouvé l'arme, qu'il n'y a pas eu d'ADN, qu'il n'y ait aucune trace, d'empreinte digitale nulle part. En fait, ça s'entendrait du coup que la personne qui a tué Ghislaine portait des gants, que c'était un pro. Après, certains ont pensé, il a pu payer quelqu'un, mais alors pourquoi il s'y serait rendu ce soir-là, alors qu'il aurait payé soi-disant quelqu'un pour le faire à sa place? Pourquoi il s'y serait rendu? Pour vérifier, je sais pas, voilà. Et sa compagne, ou son ex-compagne, je sais pas si il est resté marié avec la deuxième fille de Ghislaine, va pas croire en sa culpabilité. Et donc, au bénéfice du doute, il va être acquitté. Donc, libéré de prison. L'acquittement, je crois... il sera blanchi. C'est ça un acquittement, il est blanchi. Mais c'est au bénéfice du doute. Donc je pense que ça, au procès, c'est écrit qu'il est acquitté au bénéfice du doute parce qu'il n'y a pas d'éléments matériels qui le relient au crime. Tout est indirect. Alors, je vais faire 2 ou 3 petits ajouts. Alors, je me suis trompée sur l'épouse du gendre. Il s'est marié avec l'aîné de la famille et il hébergeait la cadette. Ils hébergeaient la cadette. Et au fait, pourquoi il s'est rendu chez sa belle-mère cette nuit-là, donc ce jeudi soir, en fait, il voulait faire une surprise à son épouse et donc il prévoyait de dormir chez elle. On n'en sait pas plus, il n'a pas donné plus de détails sur quelle surprise il voulait faire en fait. Maintenant, je vais passer peut-être 5-6 minutes à donner un petit avis perso sur 4 ou 5 points. Donc surtout sur l'heure à laquelle il serait arrivé chez Ghislaine ce soir-là. Parce que on suppose que c'est Ghislaine qui avait le téléphone dans les mains à minuit 6, mais si ça se trouve elle est décédée avant. Le seul souci c'est que moi j'ai pas réussi à trouver l'heure à laquelle il est passé au péage, à l'aller comme au retour, et j'ai pas trouvé de moment dans l'interview où il a donné l'horaire précis à laquelle il est passé. Mais si c'est vraiment elle qui avait le portable à minuit 6, ça veut dire on l'a tué après, donc peut-être aux alentours de peut-être écart ou 20. Donc ça veut dire que lui serait arrivé peut-être, minuit 45, 1h du matin, peut-être même avant, ou vraiment juste après que le crime ait eu lieu. Et moi personnellement, je trouve ça très très tard pour un horaire d'arrivée, pour se contenter de dormir et prévoir une surprise pour son épouse le lendemain. Parce que ça veut dire qu'il serait parti de chez lui à 19h30 si on considère qu'il a fait le quart d'heure de pause qu'on est censé tous faire après 2 heures de route. Donc ça me semble étrange.
Mais si je trouve les détails, en farfouillant encore une fois les méandres du net, si je trouve les détails de son horaire de passage au péage, je vous les redirai dans un update oral de quelques minutes, peut-être 5-6 minutes. Comme ça, on aura un horaire plus précis. Ensuite, je vous mettrai en description le podcast d'Europe 1 du coup que j'ai vu en dernier, qui m'a donné cet ajout du coup sur le pourquoi, et qui vont conclure assez vite que c'était une exécution, que c'était un acte professionnel. Alors oui, certes, on voit pas le lien émotionnel en fait dans l'acte en fait, parce que elle a pas reçu de coups, elle a juste reçu 4 balles, donc il n'y a pas eu l'émotion négative projetée en fait. Quand une personne connaît quelqu'un, qu'elle a des ressentiments et tout ça, il y a un acte de violence physique, on se contente pas de tirer 4 balles et partir en fait. Donc ça montre que c'est une personne extérieure à son cercle, à Ghislaine. Ça c'est pas une certitude pour moi, mais disons qu'il y a, on va dire, 60% de probabilité que ce soit une personne qui soit externe au cercle relationnel de Ghislaine, qui soit plus ou moins éloigné. Est-ce qu'il n'y a même pas de rituel post-mortem, hein, si vous êtes comme moi intéressé par tous les crimes qu'il y a en France et même dans le monde, vous vous rendez compte que quand c'est une personne qui tue une personne qu'elle connaît, il y a en général un rituel. Bon, ça dépend, il y a des rituels de destruction du corps, on y met le feu, ça arrive, mais en général, la personne est quand même enveloppée dans je dirais pas un linceul, mais c'est presque ça en fait, il est enveloppé dans un drap blanc, tel un linceul en fait, c'est ritualisé. Là, il n'y a pas, c'est-à-dire que la personne est rentrée dans la maison, a peut-être fait du bruit, Ghislaine s'est peut-être levée du coup, elle a allumé sa lampe, a mis ses lunettes sur ses yeux pour y voir un peu plus clair, elle a vu quelqu'un peut-être se diriger vers elle en passant par le couloir, et elle a bloqué la porte avec ses mains. La personne lui a tiré dans le thorax parce qu'elle avait plus de force et donc elle a réussi à ouvrir la porte. Et quand Ghislaine s'est retrouvée à terre, elle a tiré dans sa nuque et son cou. Ce qui veut dire aussi nuque et cou. Je sais pas l'angle, j'ai pas trouvé de site non plus où il montrait l'angle, mais ça voulait peut-être dire justement qu'elle était au sol déjà à ce moment-là, que c'était les deux derniers impacts. Donc il y a peut-être une conversation, mais on n'en est pas sûr. Et donc, ça révèle aussi que c'était pas un acte précipité. Après, je sais pas, on peut pas savoir si Ghislaine est au courant de la relation entre parenthèses qu'il avait eu avec une mineure. On sait pas parce que j'ai pas eu de date pour quand est-ce que l'aîné a eu des suspicions. Et on sait pas s'il en a parlé avec sa mère en fait aussi. C'est ça le truc, c'est qu'on sait pas si elle a eu cette conversation en se disant il est étrange, il a un comportement étrange avec elle, il lui envoie des messages, etc. On n'a pas eu d'informations là-dessus sur quand est-ce qu'il lui en aurait parlé, etc. Mais quand j'entends les interviews du fait qu'il aurait su, ça aurait sous-entendu qu'elle l'aurait su, mais depuis très peu de temps, parce que s'il est remonté après son accident de voiture chez elle, et qu'elle lui a quand même prêté la voiture, et qu'il avait l'air d'être à peu près serein quand il est rentré le lundi soir ou le mardi soir, je sais plus, c'est qu'il n'y a plus de dispute ce jour-là. Alors qu'elle décède 3 jours après en fait. Elle décède le jeudi soir. Donc ça aurait été un crime extrêmement précipité. Donc il aurait fait énormément d'erreurs. Alors que là, la personne qui est rentrée dans la maison a pris soin de pas laisser de traces d'empreintes digitales, donc elle portait des gants. Après, si elle avait forcément un véhicule, hein, elle a fait attention par là où elle est passée, donc elle n'a peut-être pas pris le péage, elle n'a peut-être pas pris son téléphone portable, ou alors elle a pris un portable qu'elle a rendu intraçable, c'est tout à fait possible, mais il faut une technologie particulière pour le faire. Donc ça montre que c'est un pro, mais pas un pro qu'on paye, mais
un mode opératoire pour commettre un crime en fait. Attends, je dis pas que c'est un tueur en série, on se détend, on respire. On n'est pas blindé de tueurs en série non plus, mais c'est une personne qui prévoit en fait de commettre ces méfaits comme ça. Et si ça se trouve, ça fait partie juste de ce mode opératoire pour voler les gens en fait. Elle se rend compte que les gens sont tout seuls dans une maison assez grande, puisqu'elle avait un étage pour justement toutes les... Je pense qu'à l'étage, c'est comme beaucoup de monde en France, quand on a 2 étages, l'étage au-dessus, enfin un étage au moins, cet étage est dédié aux chambres et salles de bain et puis WC quoi. Donc j'ai dit, elle est seule dans une grande maison, et peut-être que le meurtre fait partie de son mode opératoire avant de cambrioler, mais il a été dérangé par le gendre qui est rentré dans la maison. Et il a peut-être eu peur, hein, et il s'est dit putain, il y a quelqu'un d'autre et tout. Et il a eu peur et il s'est caché, a attendu que le gendre parte, et peut-être dans l'habitude qu'il a pris, c'est de fermer la maison à clé en fait. C'est peut-être comme ça qu'il opère. Donc dans la panique, c'est les réflexes qui restent. Et son réflexe qui est resté, c'est de fermer la porte à clé. C'est tout. Alors voilà, je pense que pour mon avis personnel, j'ai à peu près tout mis, parce que j'ai fait une petite fiche avec une liste de 4 choses qui m'interpellaient un peu plus. Donc ces avocats ont eu raison, hein, de dire il n'y a pas de preuve matérielle, c'est qu'un faisceau de preuves circonstancielles en fait, et de suspicion, qu'on suppose que Ghislaine a été mise au courant quelques jours avant son meurtre. Mais dans un sens, la scène de crime est contradictoire, parce que ce serait été un crime précipité, fait dans l'urgence, sans aucune préparation. Du coup, ça va pas... C'est très contradictoire, puisque lui était vu payer en liquide au péage, parce que vous avez beau payer en liquide au péage, il y a quand même des caméras. Hein. Si vous voulez être discret, faut prendre les petites routes, quitte à retarder votre arrivée de peut-être 2 heures. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi avoir donné tous les éléments possibles pour que vous ayez pu vous faire, vous puissiez vous faire un avis sur ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le gendre ou pas? Est-ce que c'est une personne externe à la famille? Ou est-ce que c'est quelqu'un qu'on a payé aussi? Bon, pourquoi est-ce qu'on aurait payé quelqu'un pour tuer Ghislaine, 57 ans, auto-entrepreneuse qui fait des cartes postales et des posters, je crois. Voilà. Ou alors est-ce que c'est en lien avec son passé, ou le passé de quelqu'un qu'elle connaissait, avec qui elle était en lien il y a plusieurs années? Voilà. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je ne vais pas sous-titrer la section avis, puisque c'est la 5e fois que je fais une section avis, que je tourne là, j'en peux plus, j'ai plus de voix. Parce que j'avais pas fait de petite liste avant, et du coup j'ai refait une autre version de la section avis, qui est un peu moins longue du coup, parce qu'elle a été préparée un petit peu en avance. Donc je vous remercie d'avoir regardé les vidéos jusqu'au bout si vous l'avez faite. J'attends avec impatience de voir vos commentaires. Si elle vous a plu, un petit like me ferait plaisir, et puis ça me permettrait de me faire connaître un peu plus sur YouTube, même si je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai déjà 17 abonnés que je remercie grandement. J'ai des vidéos qui font 100 vues, je m'attendais pas, alors que j'ai commencé qu'en octobre, je m'attendais pas à monter aussi vite en fait. Donc je vous remercie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très bonne nuit et une très bonne semaine. Bisous!